Nous nous retrouvons sur le plateau d'IDF1 pour aborder le troisième sujet retenu par les téléspectateurs de IDF1, les braquages et autres violences commises contre les commerçants. Nous avons entendu parler surtout des cas sur les bijouteries, mais les bijoutiers ne sont pas les seuls à redouter les attaques contre leurs fonds de commerce. Quelques images récentes. Un vol spectaculaire, très osé, qui s'est déroulé dans une bijouterie située près de la place Vendôme à Paris. Une quinzaine d'individus ont utilisé la manière forte. Tout s'est déroulé en quelques secondes sous les yeux médusés des voisins et des passants. Comprenons l'émotion, l'exaspération, la colère ressentie par les commerçants, même face à l'insupportable. La justice doit à chaque fois prévaloir. Et c'est la justice qui fait justice. C'est le fondement même de notre société. Ça s'est passé en plein après-midi. Un braqueur a été abattu dans une bijouterie située avenue de la Motte-Piquet à Paris. Le bijoutier qui a fait feu sur son agresseur armé a été placé en garde à vue. On retrouve sur place Natacha Rios. Le bijoutier, voyant cet individu armé, a saisi une arme qu'il avait en sa possession et a ouvert le feu à première vue à une seule reprise. L'individu s'est effondré. Le bijoutier a appelé immédiatement les services de police. Les services de secours se sont également rendus sur place et ont déclaré l'individu décédé une demi-heure plus tard. Le malfaiteur touché dans le dos est mort pratiquement sur le coup. Il est tombé du scooter avec lequel son complice a pris la fuite. Quelques instants auparavant, les deux hommes âgés d'une vingtaine d'années avaient braqué une petite bijouterie du centre de la ville. Avant l'ouverture du magasin et sous la menace de leurs armes, ils ont contraint le commerçant à ouvrir son coffre. Dès que les malfaiteurs ont pris la fuite, le bijoutier s'est emparé de son arme, il est sorti, s'est agenouillé et a visé. Je tirais sur le scooter, je ne veux pas tirer sur les hommes. Quand je me trouve agressé avec canon pointé à moi, il va m'attaquer après les courses. Je défends ma vie. Je m'en fous, les bijoux, ils sont assurés. Pour en parler avec nous, Charles Meltzer, de la Confédération des commerçants de France, Olivier Thorez, président de l'association Amaroc, l'Observatoire de santé des commerçants et artisans, et Christophe Ragondé, délégué départemental pour la Seine-Saint-Denis du syndicat Alliance Police Nationale. Alors évidemment, il n'y aura pas de polémique entre vous parce que sur les faits, personne n'est favorable au braquage en tout genre. En revanche, je pense qu'il faut se demander vraiment si la criminalité est en hausse, si elle existait déjà et aussi ce qu'on fait pour l'enrayer et enfin si on peut éviter ce que j'appellerais la dérive à l'américaine. Alors je commencerai par vous, Olivier Thorez, de votre observatoire. Qu'est-ce que vous observez ? Alors nous, on s'est peut-être davantage intéressé à la question de la santé, plus que de la sécurité. Je laisserai le soin à mes collègues d'en parler. C'est-à-dire que quand un homme a une impuissance soudaine, qui peut parfois engendrer, je dirais, un ravage psychique terrible. Et ce que nous mettons un peu en évidence, c'est le fait que très souvent, il y a très peu de dispositifs, surtout pour les commerçants indépendants. Quand vous êtes un salarié d'une banque agressée, vous êtes pris en charge. On vous met en arrêt de travail, on vous envoie un psychologue, on vous change de lieu de travail. Mais un fleuriste ou un buraliste indépendant qui se fait braquer, eh bien, en général, il reprend le travail immédiatement après, sans aucun soin. Et beaucoup de courage aussi. Oui. Et beaucoup de courage. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément, qui sont avec le sentiment de maîtrise de leur destin. Et le jour où ils sont braqués, effectivement, nous, on a observé que le premier réflexe qu'ils ont, c'est de sécuriser le lieu. Et non pas eux-mêmes. Donc ils vont investir dans leur magasin pour se sécuriser. Et là où il y a un vrai danger, c'est le jour où il y a multi-braquage, où là, ces hommes et ces femmes se disent finalement la solution que j'avais imaginée ne s'avère pas efficace. Et c'est là où il peut y avoir le risque de se sécuriser non plus avec le lieu, mais de sécuriser soi-même. Alors, est-ce qu'on peut savoir les cibles ? Alors, on parle beaucoup des bijoutiers, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça, parce que j'ai vu dans la longue liste des boulangers, des fleuristes, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que ça change ? Est-ce que vous arrivez à identifier les cibles et à prévenir, en quelque sorte, Vous savez, les actes avant de venir à l'émission, on était là tout à l'heure au maquillage, et on en parlait avec nos amis, justement, un tout petit peu. Il y a les malades. Il y a les malades qui vont braquer la boulangerie pour 50 € pour se payer une dose. Ça, ce sont les malades, c'est une addiction. Et puis vous avez les pros. Les pros,
Oui, qui arrivent avec les des salopards Kalachnikov. qui arrivent avec les armes, et vous êtes leurs fournisseurs. Vous êtes leurs fournisseurs, ils prennent la marchandise chez vous pour aller la refourguer ailleurs, c'est-à-dire aux puces ou ailleurs, et là, nous sommes braqués. Alors, avant, c'était les bijoutiers. Maintenant, les bijoutiers ont fait en sorte déjà de se protéger comme ils pouvaient, avec des sas, un tas de trucs. Beaucoup ferment. Moi, Maintenant, à Paris, oui, beaucoup ferment dans les maintenant ça part dans tous les sens. On a braqué, et ça passait peut-être dans vos émissions, l'autre jour, un papetier. Et un magasin de jouets. Un magasin de jouets. Et ils se sont fait agresser. Ça part dans tous les sens. Et en plus, je pense, et là je m'adresse plutôt aux policiers, le mois de décembre est encore pire, parce qu'on a des cadeaux à payer. Le mois de décembre est amplifié sur les autres mois. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Moi, j'avais plutôt des cadeaux à vendre, puisque c'est vrai que vous le disiez, on en a parlé au maquillage, sans trahir le off. Les coulisses, il n'y a aucun souci, du débat. C'est ça. Pour nous, en tant que policiers, il faut être bien clair. Il y a une réalité économique derrière l'acte. C'est-à-dire qu'en effet, rester systématiquement sur le côté du malade, du toxicomane ou autre, c'est négliger la majeure partie de ce type de délinquance. Cette délinquance se construit sur une réalité économique. Je veux un produit, je vais le revendre, il faut que je l'écoule. Alors bien entendu, la période des fêtes y est très favorable. Braquage des camions de la Poste, puisque plein de colis, c'est maintenant qu'on achète les cadeaux pour les autres. Les caves également, parce que vous êtes susceptible d'avoir rentré de bons vins, de bonnes bouteilles, de bons mets pour ces fêtes. Et bien entendu, derrière, revendre par des réseaux ambulants, que ce soit les marchés, directement par Internet. Donc c'est évident, c'est plus simple. Est-ce qu'il y a un moyen, on va voir, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Est-ce qu'il y a des remèdes? Par exemple, j'ai vu que dans l'Oise, par exemple, il y a une sorte de service d'appel qui fait que les commerçants sont prévenus du risque. Est-ce qu'il y a des remèdes à ça? Le remède, à la Confédération des commerçants de France que je représente, il y a 17 fédérations. On part de l'alimentaire, en passant par la musique, en allant jusqu'aux antiquaires, etc. La seule efficacité, bien sûr, c'est la police, la principale. La seule efficacité, c'est sur le plan municipal. Nous travaillons maintenant à la Confédération avec les 36 000 communes de France et on est très très bien accueillis pour justement se prévenir entre nous. Quand vous êtes dans une rue principale, je prends le coup de... nous sommes une boutique pas très loin l'un de l'autre. Je vous envoie un petit truc avec un petit bouton en disant il y en a qui tournent autour, qui ne sont pas très clairs. Je vous préviens déjà. Et vous avez compris qu'au bout de, par exemple, 2 petits coups de sonnette, il faut peut-être prévenir le commissariat de police que dans le coin, il traîne quelque chose. Et ça, et en plus, ce que nous avons fait, c'est les caméras. Enfin, il y a déjà beaucoup de caméras dans les municipalités. Mais les caméras, on peut les faire dans nos boutiques. Les caméras, on n'a pas le droit de les mettre à l'extérieur de la boutique. Parce que c'est la voie publique et là, la police... La CNIL répond bien là-dessus, parce qu'il y a maintenant des dispositifs, vous savez, pour vos commerces, nous, en tant que policiers, on parle de 3 domaines de sécurité. C'est-à-dire le périphérique. Alors là, en effet, je vous rejoins par rapport au rôle des communes, c'est-à-dire tout ce qui entoure votre commerce. Le périmétrique, c'est-à-dire votre commerce, mais ses murs extérieurs, les accès par l'arrière, devant, tout ça c'est le périmétrique, et le volumétrique à l'intérieur. Bien sûr. Donc ça, c'est en effet, là-dessus, vous pouvez jouer directement un rôle. Que ce soit, alors vous parlez du fameux bouton poussoir, donc c'est ce qu'on appelle des services de prévention téléphonique, que ce soit par un petit pendentif ou par un bouton, et vous avez également d'autres moyens. Mais en effet, l'action policière doit résulter de tout ça. Oui, mais alors est-ce qu'on peut mettre un policier derrière tous les magasins? C'est impossible. Bon, voilà, donc c'est difficile. Oui, en fait, il y a deux stratégies, parce que historiquement, les premiers braquages, c'était les banques. C'était même le rêve de tout braqueur, le casse de Nice, etc. Et en fait, on se rend compte que les banques ont investi dans la sécurité de leur lieu, avec des sas de sécurité. Donc, les braqueurs, ils se retournent vers le maillon faible. C'est un jeu de maillon faible. Alors, effectivement, il y a des stratégies individuelles pour les commerçants de se sécuriser. Et je crois qu'il faut aussi voir le problème de façon globale, c'est-à-dire comment on sécurise un pâté de maison, un quartier et une rue. Et ça, c'est vrai que ce sont des questions qui relèvent aussi de l'ordre public. Est-ce que les polices municipales contribuent à vous rassurer ou ça ne suffit pas? Vous savez, ça rassure quand même. Il est certain que la nationale est quand même plus forte que la municipale, bien sûr. Mais vous savez, c'est pas la question que vous m'avez posée, mais je vais vous répondre quand même à quelque chose de quand même très important. Vous faites un métier, je fais mon métier de président de confédération. Je pense que ce soir, vous allez revoir votre mari, moi je vais revoir ma femme. Si je suis bijoutier, j'en suis moins sûr. Ce n'est pas normal. Un policier, il sait qu'il prend des risques, il y a des problèmes. Un commerçant, jusqu'à maintenant,
pensait jamais ne pas avoir de... C'est vrai, jamais, à part malheureusement une catastrophe. Mais là, vous partez travailler, même si vous êtes une boulangère, vous ne savez pas si vous allez revenir ou pas blessé ou esquinté. C'est quand même pas normal. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Alors moi, je ne suis pas pour la dictature, mais je disais toujours à notre ami policier qui est en face de moi, toujours montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Alors, c'est la dissuasion. Alors la dissuasion, la force de dissuasion, ça en est un débat. Vous savez que là-dessus, moi, je ne suis pas forcément en totale harmonie avec vous. Pour simplement, concernant les polices municipales, si les municipalités mettent des systèmes de vidéoprotection en place, après, tout dépend de la collaboration qui est faite avec la police nationale. Beaucoup de mairies, et fort heureusement, font des retours vidéo directement dans les commissariats de police, c'est-à-dire ne s'approprient pas l'image et ne la gardent pas exclusivement pour leurs policiers municipaux. Donc, dans ces cas-là, c'est intéressant. Mais eux aussi sont confrontés à un autre choix. Souvent, faute de moyens, ils hésitent. Finalement, que fait-on? Est-ce que je sécurise ma périphérie de ville? On retombe à nous dans la même chose. Est-ce que je surveille ce qui rentre, ce qui en sort? Est-ce que je surveille certains quartiers? C'est utile. Il y a quand même le problème des armes. Comment est-ce que vous... Qu'est-ce qui justifie cette circulation incroyable d'armes de poing, Kalachnikov? Ce qui la justifie, c'est encore une fois, à notre sens, au niveau d'Alliance, on l'a souvent affirmé, c'est une réalité économique. Le délinquant n'est pas idiot. Il fait son addition. Ça vient bien de quelque part, ces armes. Alors, mais oui, mais alors les sources sont diverses et variées. Vous avez les pays de l'Est, bien entendu. C'est peut-être à ça aussi qu'il faut s'attaquer en priorité. Oui, mais vous savez, c'est pareil, c'est un commerce. S'il y a un acheteur et qu'il y a un prix est susceptible d'être mis pour l'acquisition de cette arme, elle arrivera. Alors vous en aurez moins. Sur Internet, oui. Alors Internet, c'est le raccourci facile. Mais... Madame Cotta, ce n'est pas l'arme qui fait le braquage. Oui. Je peux vous braquer avec un cutter. Oui. Je peux vous braquer avec une batte de baseball. Donc le braquage, c'est pas la question d'armes, c'est la question de la violence, l'irruption immédiate dans votre environnement de travail, où vous êtes là pour travailler, comme vous l'avez dit, le bijoutier, il a l'art de son métier. Et d'un coup, il subit une agression. Et dans les études cliniques que nous avons faites, je n'ai pas identifié de lien de cause à effet entre la gravité des armes utilisées et la gravité occasionnée sur le trouble psychique. Même quand il y a un revolver jouet. Un jouet pour enfants peut occasionner... Il y en a plein de facteurs. Bien sûr. Mais vous ne savez pas si c'est factice. Bien sûr. Donc on ne peut pas prendre le risque. Et pour moi, secondaire. La question, et même le nombre d'agresseurs. Vous avez... J'ai un cas d'un fleuriste à Saint-Jean-de-Védas qui se fait attaquer par 4 personnes. Il prend un coup de colère, il sort de son comptoir et il se met à se battre comme un chiffonnier et il fait fuir les 4 braqueurs. Il les suit dehors en tapant dans la voiture, il les fait fuir. Et il rentre dans sa boutique, il donne un coup de balai et puis plus rien. Et puis le soir, il m'explique qu'il commence à se refaire le film. Et il voit quelque chose de briller. Il se dit, tiens, ils avaient peut-être un couteau. Et puis le lendemain, il se dit, est-ce qu'ils ne vont pas revenir? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un phénomène qu'on ne traite jamais dans les braquages, c'est le stress post-traumatique. C'est-à-dire que vous avez des hommes et des femmes qui peuvent, à un moment donné, avoir ce sentiment de mourir, quelle que soit la nature de l'arme. Et à ce moment-là, si vous êtes un salarié, il y a des dispositifs, et c'est très bien. Mais si vous êtes un commerçant indépendant, un artisan indépendant, là, je peux vous garantir qu'il n'y a pratiquement rien. Donc sécuriser les périmètres, comme vous le disiez, mais est-ce que, posons la vraie question sur l'autodéfense, est-ce que on pourra tout de même persuader un certain nombre de citoyens, même éventuellement menacés, de ne pas user de leurs armes et peut-être de ne pas en avoir? Quel est notre degré de conviction? Madame Cotta, vous posez la vraie question, là. Vous savez, quand vous avez été... Il y en a qui ont été agressés, j'ai entendu, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois. C'est la réitération. Ces gens-là, vous ne les gérez plus. Vous ne les gérez plus. Et ils se disent le prochain coup... Vous savez, moi j'avais quelques boutiques dans une Lacoste, je le racontais tout à l'heure. Et les boutiques Lacoste, oui, on ne devrait pas faire de la publicité, étaient cassées par les voyous. Et la nuit, vers 2h du matin, on me disait, ici le commissariat, vous voulez venir, vous avez votre vitrine qui a sauté. Bon. Et j'avais dit, je connaissais un peu le commissaire de police, j'ai dit, la prochaine fois, je vais m'acheter une arme, je couche dans la boutique, et je flingue le gars qui rentre. Et le gars, il me dit, fais pas ça. Oui. Si encore il est chez toi qui t'agresse, tu seras quand même en légitime défense. Si tu le fais dehors, nous, on est obligé de vous embarquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quoi faire? On ne peut pas laisser. Alors, ce que je vais dire, évidemment, c'est la facilité. Tant que les pouvoirs publics feront rien pour nous, enfin, en faisant ce qu'ils peuvent, nous, les gens vont finir par se venger. Et il y aura beaucoup plus de morts si ça continue, parce qu'on va leur rentrer dedans. Les gens ne vont pas se laisser faire. Il y a des gens qui sont très calmes. Moi, je dis toujours aux vendeuses, aux vendeurs, vous lâchez. Vous ne lâchez tout. Ne vous battez pas. Mais il y a des gens qui sont très nerveux en disant
Vous croyez quand même que je vais me laisser faire? Merde, ça fait quand même 3-4 fois qu'ils viennent, maintenant je leur rentre dans le chou. Voilà les réactions. Oui, je ne voudrais pas que les auditeurs croient qu'un commerçant qui va se faire braquer va automatiquement prendre une arme avec lui. Non. Nous, l'étude qu'on a faite, des études cliniques sur les commerçants braqués, je l'ai dit, le premier réflexe du commerçant ou artisan braqué, c'est de sécuriser le lieu. Oui. Et c'est vraiment son premier réflexe, systématiquement. Ce n'est qu'en cas, et c'est très juste, de multi-braquage, où là, on observe une forme de désespérance de la personne qui commence à se dire « la société est pourrie, on ne fait rien pour moi ». Et là, il y a le risque d'autodéfense. Alors, quand même, au nom de tous les policiers, je suppose que tout de même, il y a des tas de choses qui sont faites, mais ça n'est pas suffisant. Non, mais la réponse policière... Il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de moyens. Non, mais alors la réponse policière n'est absolument pas un problème, et je pense que nos interlocuteurs en face en conviendront. Il n'y a absolument aucun problème de réponse policière. Les victimes, parce que leurs adhérents victimes sont les victimes que nous recevons dans nos commissariats. C'est nous qui les accueillons les premiers instants sur les lieux de ces drames. Et je pense qu'a priori, ils n'ont pas à se plaindre des services de police. Les services de police arrêtent les auteurs, les donnent à la justice. La réponse pénale n'est pas de notre fait. Ce que les victimes ne comprennent pas régulièrement, c'est la réponse pénale, pas la réponse policière. La réponse policière, elle est là. Oui, mais elle est efficace. C'est peut-être pas le même qui récidive quand même. Mais regardez, quand il y a 3 ou 4 agressions. Oui, mais là, vous êtes on est bien d'accord sur les commerçants qui ne supportent plus et qui donc du coup vont répondre à la violence par la violence. Ce sont tous des commerçants qui ont été victimes à maintes et maintes reprises de ce type de braquage, et souvent des mêmes individus, il faut avoir le courage de le dire, ce sont souvent les mêmes individus. Mais bien sûr, sur une zone, vous avez un mode opératoire, vous avez des méthodes, vous avez des endroits qui sont plus visés que d'autres, c'est évident. C'est évident. Et ils n'ont pas peur des caméras de surveillance? Alors le problème des caméras, c'est pareil. Alors les caméras, premièrement, il n'y en a pas partout. Ensuite, il faut qu'elles aient une qualité d'image satisfaisante pour l'enquête, bien entendu. Et ça aussi, c'est un débat. Actuellement, on les garde que 72 heures, les images. Le petit commerçant, régulièrement, le temps qu'il assimile au début, souvent, il passe le problème. Il dit, bon, allez, ça y est, c'est bon. On m'a pas pris grand-chose. Allez, je reprends le dessus. On peut venir déposer plainte. Et ce n'est pas rare, plus de 72 heures après. Si nous n'avons pas fait, nous, les demandes à l'époque pour mettre les images de côté, elles sont compressées, elles sont perdues. Donc ça, c'est aussi une des limites de la vidéoprotection. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, pardon, pour qu'on se mette d'accord, qu'est-ce qu'on appelle la légitime défense? Parce qu'on a vu qu'à Nice, par exemple, il y avait une interrogation sur la légitime défense, en revanche, pas sur les derniers. Alors, la légitime défense, c'est quand on est attaqué soi-même, mais est-ce qu'il faut attendre d'être mort pour répliquer? Vous savez, Madame Cotta, mon rôle, c'est pas de faire de la politique, mais je suis obligé de constater, quel que soit le bord, de gauche, de droite ou du milieu, où vous voulez, c'est une question de volonté. Quand vous dégagez votre volonté, tout à l'heure, je vous ai dit, montrez votre force pour ne pas avoir à s'en servir. Monsieur Giuliani, qui était quand même le maire de New York, tolérance zéro, un papier par terre, $50. Eh bien, faites-moi confiance, la police est respectée. Ici, la police fait un travail formidable, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, fait un travail formidable, la justice, elle ne suit pas, parce que vous avez eu une enfance malheureuse, c'est normal que vous venez me cambrioler, ceci et cela, on connaît la combine, et on se dit, quand nos adhérents vont porter plainte à la police, qui prennent la plainte, à la suite, ce sera pipeau, vous comprenez? Et on en a marre, c'est pour ça que vous avez des gens qui se vengent. Mais chère madame, il y a des gens qui se vengent, qui prennent une arme et qui flinguent le premier qui les menace. C'est comme ça que ça finit. Vous avez aussi qu'on n'est pas protégé. Riposte dont on parle moins. Là, on parle de la riposte armée, mais je vais me risquer un parallèle, puisque vous faites les commerçants, on va parler des indépendants. Les déserts médicaux. Vous avez des déserts médicaux qui sont dus à l'activité de délinquance. Il faut être clair. Quand l'infirmière libérale ou le médecin s'est fait soustraire pour la xème fois sa voiture, qu'il ne trouve plus d'assurance. Là, nous débauchons sur un problème beaucoup plus vaste, qui est celui de la sécurité globale. Sur les commerçants, en tout cas, pas tellement de pistes, sinon une surveillance accrue de la part des polices. La meilleure des surveillances, je le redis, c'est les contacts que nous avons avec les mairies. Les maires, en général, font en sorte d'essayer de nous aider avec le commissariat de police. Et quand ça fonctionne bien, malheureusement, des fois, le maire, le municipal, avec le commissariat qui est national, c'est un peu plus compliqué. Mais quand ça fonctionne bien, dans les villes, c'est pas mal. Oui, mais l'alerte SMS sécurité. Bon, moi, je suis Seine-Saint-Denis, en l'occurrence. Bon, ça a été mis, là, j'ai vu le 4 décembre. SMS sécurité, c'est voilà, c'est ce fameux, donc les commerçants entre eux se préviennent que... Qui est parti de la CCI du Doubs, d'ailleurs. Oui. Et donc, du coup,
ça a l'air de fonctionner, bon, j'en ai vu quelques retours, mais ça a l'air de fonctionner essentiellement, vous allez me permettre, mais sur des petites zones urbaines. Ben oui, bien Parce sûr. que sur une grande zone urbaine, pour moi, c'est la limite du système, puisqu'il Il peut y avoir est mis en avant. plusieurs C'est-à-dire qu'un fractionnement aussi. voilà, et sur 100 mètres, vous pouvez avoir énormément de commerce, énormément de délinquances en plus différentes, et avoir des actions violentes simultanées. À mon sens, c'est une limite en zone urbaine. Donc je retiens tout de même le rôle des maires, le rôle de la police. Alors merci beaucoup pour toutes les informations, surtout les pistes que vous avez ouvertes. Enfin, j'espère qu'on va en trouver d'autres. Mais merci à vous tous aussi qui nous avez regardés et à bientôt sur IDF1.